Bonjour. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au fonctionnement du muscle squelettique. En effet, les muscles squelettiques sont les effecteurs des réactions motrices, volontaires et réflexes. Ils sont commandés par des centres nerveux qui leur transmettent les messages nerveux par l'intermédiaire des fibres nerveuses motrices, permettant leur contraction. Par exemple, dans le réflexe rectulien, le message nerveux efférent de la moelle épinière se propage le long du neurone moteur jusqu'au muscle quadriceps provoquant sa contraction. Dans cette première vidéo, on va s'intéresser uniquement à la structure et l'ultrastructure du muscle squelettique, comment se fait la contraction musculaire et la relation entre la fibre nerveuse et la fibre musculaire. On va commencer premièrement à voir observation macroscopique et microscopique du muscle squelettique. Comme nous montre cette image, le muscle montre qu'il comprend une partie rouge renflée appelée ventre ou corps et deux tendons blanchâtres élastiques qui rattachent le muscle au squelette, d'où le nom du muscle squelettique. Ici, on voit très bien comment le tendon est rattaché aux os, d'où le nom du muscle squelettique, et le muscle qui présente le ventre et les deux tendons. La coupe transversale du muscle montre qu'il est enveloppé d'une gaine conjonctive plus ou moins riche en graisse. Cette gaine pénètre dans la masse du muscle et s'y ramifie pour former les cloisons conjonctives. C'est une masse graisseuse qui rattache les fibres musculaires. Le muscle bouilli se délacère facilement en fibres musculaires. Dans la coupe transversale, on a la fibre musculaire qui est encerclée et dans la coupe longitudinale, ici on a la fibre musculaire. Les fibres musculaires groupées en faisceaux et séparées par des tissus conjonctifs. Donc, le muscle est formé par un ensemble de fibres musculaires qui sont regroupées en faisceaux. Donc, ici on a les fibres musculaires, c'est une cellule géante caractérisée par plusieurs noyaux. Cette image électronique montre l'ensemble des fibres musculaires. Aux extrémités des fibres se réunissent, leur tissu conjonctif formera le tendon. L'animation suivante va expliquer la structure du muscle. Donc, le muscle est constitué de certains ou de milliers de cellules musculaires ainsi que de gaines ou tissus conjonctifs, des vaisseaux sanguins et des neurofibrilles. Comme on le montre cette coupe, ici c'est le muscle formé par ensemble de faisceaux. Donc, le faisceau, c'est une réunion des fibres musculaires délimitées par des gaines conjonctifs. On va voir qu'est-ce qu'un faisceau. Donc, le faisceau est formé par des milliers de fibres musculaires. La fibre musculaire sont des cellules musculaires capables de se contracter. Ce sont des cellules géantes. On va voir qu'est-ce que la fibre musculaire. La fibre musculaire est une cellule géante, allongée et striée, longitudinalement et transversalement, d'où l'appellation du muscle strié. Chaque fibre musculaire comprend une membrane cytoplasmique fine appelée sarcolème, ce qui est en bleu, un cytoplasme appelé sarcoplasme, riche en plusieurs organites comme les mitochondries, les appareils de Golgi, et plusieurs noyaux qui sont plaqués contre le sarcolème, comme le montre cette image aussi. Ce qui est en bleu foncé ici, ce sont les noyaux. Et plusieurs faisceaux délimitant les filaments responsables de la striation longitudinale appelée les myofibrilles. Les myofibrilles, éléments de la contraction musculaire occupant la plus grande partie du volume de la cellule musculaire. Les myofibrilles portent des stries. La myofibrie, c'est la succession des sarcomères. Le sarcomère est l'unité structurale du muscle contractile. C'est la plus petite unité contractile de la fibre musculaire. Les myofibrilles sont des chaînes de sarcomères placées bout à bout, tels les wagons d'un train. Le sarcomère est formé par des filaments d'actine et des filaments de mésine. On va voir ça plus au détail dans l'animation suivante. On dit que le muscle est doublement strié à cause de la striation longitudinale due à la disposition parallèle des myofibrilles et striation transversale due à l'alternance des bandes sombres et des bandes claires dans les myofibrilles. On va voir qu'est-ce que
ces bandes claires, ces bandes sombres. Cette image montre l'aspect du sarcomère au microscope électronique. Donc, tout ce qui est longitudinal, ce sont les myofibrilles. Donc, ce sont des striations longitudinales. Et aussi, on a des striations verticales, qui est la section des bandes sombres et des bandes claires. Et on va voir qu'est-ce que ces bandes claires et ces bandes sombres. Dans chaque bande claire, on remarque l'apparition d'un trait foncé, c'est la strisée. Et on a un disque sombre qui est traversé par une bande claire, c'est la bande H, et on a ici le disque clair. Donc, le sarcomère, c'est l'unité structurale du muscle qui est limitée entre deux strisettes. Donc, un sarcomère est formé par un demi-disque clair, un disque sombre et un autre un demi-disque clair. Tout ça est délimité entre deux strisettes. On va voir maintenant la modification du sarcomère au cours de la contraction musculaire. Ici, on a la représentation de trois sarcomères. Ici, on a la strisette, les filaments d'actine qui sont des filaments fines, des filaments du mésine qui sont des filaments épais. Et ici, on a la bande H qui traverse le disque sombre, et ici, on a un demi-disque clair. Et le sarcomère, c'est l'unité structurelle du muscle délimitée par deux strisettes. En effet, la contraction, comme nous montre cette animation, c'est un glissement de l'actine par rapport au myosine. On remarque très bien que la myosine qui est en rouge garde la même longueur, aussi bien que l'actine qui est en bleu. Seulement, c'est la bande H et les un demi-disque clair qui se raccourcissent. Comme on montre cette image, à gauche, ici, on a un sarcomère relâché, à droite, ici, on a un sarcomère contracté. On remarque que la longueur des sombres est la même. La myosine a gardé la même longueur aussi bien que l'actine. Sauf, on a un raccourcissement du disque clair et un raccourcissement de la bande H. Donc la contraction musculaire, c'est un glissement de l'actine par rapport à la myosine. Maintenant, on va voir la relation entre la fibre nerveuse et la fibre musculaire. Comme nous montre cette image, c'est une observation au microscope électronique. Tout ce qui est en rouge, ce sont les fibres musculaires et on a l'arborescence terminale. C'est une synapse neuromusculaire ou bien appelée aussi la plaque motrice. Ici, on a une unité motrice qui est formée par un axone qui se ramifie en plusieurs boutons synaptiques ou bien plusieurs plaques motrices. L'ensemble constitue l'unité motrice. La zone de jonction entre une ramification axonique, bouton synaptique, et la fibre musculaire est appelée synapse neuromusculaire ou bien la plaque motrice. On va voir ici l'ultrastructure de la plaque motrice. La plaque motrice, c'est une jonction neuromusculaire, c'est une synapse neuromusculaire. Donc, on peut la comparer avec une synapse neuronique. Donc, à gauche, ici, on a une plaque motrice et à la droite, on a une synapse neuronique. Comme on nous montre très bien l'électrographie, la plaque motrice est caractérisée par un élément postsynaptique présentant des replis. Par contre, la synapse neuronique par une surface postsynaptique lisse. C'est la différence majeure entre une plaque motrice et une synapse neuronique. En plus, on peut voir ici on a les myofibrilles. L'élément présynaptique toujours est caractérisé par les synapses, les vésicules synaptiques plutôt. Donc l'élément présynaptique de la plaque motrice et de l'élément de la synapse neuronique est presque le même, dans le cas du synapse excitatrice bien sûr, car la plaque motrice est une jonction neuromusculaire qui est toujours excitatrice. Elle est comparable à une synapse excitatrice. On va voir ici la légende. Donc, ici, on a le repli de la membrane ou l'élément neural. Ici, on a les mitochondries, la myofibrilles. Donc, c'est la partie
spécifique de la plaque motrice. Ou bien, si on compare avec le synapse neuronique, c'est l'élément postsynaptique. Et ici, c'est l'élément présynaptique. On a des vésicules synaptiques, la membrane d'éléments présynaptiques, des vésicules en exocytose et l'espace entre les deux, c'est la fente synaptique. Ici, on a une synapse musculaire en activité. Ce sont des vésicules qui sont en exocytose qui vont libérer le neurotransmetteur excitateur qui est l'acétylcholine, qui va engendrer la contraction des muscles. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. C'est un exercice qui a été proposé au baccalauréat sciences expérimentales, session principale 2018, la transmission synaptique. J'ai changé uniquement les photos car ici ils sont plus clairs. Document 1 représente l'électrographie de deux synapses A et B. Donc, première question, identifier en justifiant la réponse la nature de chacune des synapses A et B. Donc, la réponse est simple. La synapse A, elle est caractérisée par des replis. Par contre, la synapse B, l'élément postsynaptique, elle est caractérisée par une surface lisse. Comment peut-on reconnaître l'élément post et l'élément pré? Par la présence des vésicules. Ce sont les petits cercles ici. Donc, structure A, c'est une plaque motrice, justification, présence des replis. Structure B, synapse neuronique, absence de replis de la membrane postsynaptique. Pour la deuxième question, en bas, on a un tableau de comparaison entre la synapse A et la synapse B. On va chercher les points en commun. Donc, reproduisez sur votre copie le tableau suivant que vous complétez en vue de préciser les points communs et les points de différence entre le fonctionnement des deux synapses. Donc, ici on a la réponse. La transmission neuromusculaire est comparable à la transmission neurononique. Elle comporte les cascades des événements présentés dans le tableau suivant. On va voir les points en commun entre la synapse neuromusculaire et la synapse neuronique. Premièrement, arrivée de potentiel d'action au niveau de la transmission nerveuse, ouverture des canaux de voltage dépendants et des ions CR2+, et entrée des ions CR2+ dans l'élément présynaptique. Ce qui va engendrer l'exostase dans la fente synaptique des neurotransmetteurs. Puis, on a la fixation des neurotransmetteurs sur les récepteurs spécifiques de la membrane postsynaptique, d'où l'ouverture des canaux chimiodépendants. Ce sont les points en commun entre les deux. Sauf que la synapse neuromusculaire ou bien la plaque motrice, c'est une synapse purement excitatrice. Donc, d'où on a l'ouverture du canal chimiodépendant NA+, entrée des ions NA+, et déclenchement d'une dépolarisation postsynaptique, ce qui déclenche un potentiel d'action musculaire. Par contre, pour une synapse neuronique, c'est la synapse excitatrice. Donc, ce sont les ions NA+, dans le neurone postsynaptique, ce qui provoque, c'est l'entrée des ions NA+, dans le neurone postsynaptique, ce qui provoque une légère dépolarisation systémique PSE. C'est la synapse inhibitrice, donc on a les canaux chimiodépendants ciellement et K+ qui s'ouvrent, donc le neurotransmetteur c'est le GABA dans ce cas, ce qui va engendrer l'entrée de ciellement ou bien la statue de K+, d'où une hyperpolarisation postsynaptique système PPSI. Une petite remarque, les canaux qui caractérisent la plaque motrice, ou bien les canaux qui caractérisent l'élément postsynaptique de la plaque motrice. Ce sont les canaux. On a uniquement des canaux chimio NA+, des canaux de voltage NA+, et des canaux de voltage K+. Par contre, dans la synapse neuronique, on n'a pas de canaux de voltage. On a uniquement des canaux chimio. NA+, c'est la synapse excitatrice, et des canaux chimiodépendants. Seulement K+, c'est la synapse inhibitrice. Merci pour votre attention.